qu'elle fait de manière bénévole au sein d'un réseau des scientifiques. Elle voulait parler des prisonniers russes et français. En fait, elle avait choisi une citation. J'espère que j'arrive à le lire. Voilà la politique de la captivité du Deutsche Reich comparée au nombre de 2,5 millions captivés soviétiques qui sont morts à cause du froid, maladie, mort. De la Wehrmacht en son marginal en comparaison des autres choses. Ça devrait être un des plus grands crimes de la Deuxième Guerre mondiale, à part de l'assassinat de la Shoah des Juifs. Et on lui souhaite un bon rétablissement. Merci aussi, un bon rétablissement de ma part. Et donc, maintenant, on va attaquer la deuxième partie de cet après-midi. Et à côté de moi, il y a deux messieurs très excellents. Donc, Bernhard Heimmüller, qui fait déjà longtemps partie de la Blaues Haus, qui a déjà mené beaucoup de projets, entre autres. Dans le projet, il était impliqué dans le projet des 7 trains qu'on a déjà présenté. Et il souhaite également présenter une deuxième chose. Et ensuite, il y a M. Wein qui est ingénieur et architecte. Il vient du Parc national de la Forêt Noire. Il est également auteur et parle aussi du mémorial dans la Forêt Noire. On parler du quartier principal de Tannenberg et je vous passe la parole et je vais donc vous arrêter au bout de 20 minutes. Vielen Dank. Ich finde es sehr schön, dass zum Ende der Veranstaltung nochmal die Gelegenheit ist, den Anfang und das Ende zu betrachten. Und ich bin jetzt sozusagen das Ende der Geschichte und der Friedrich Wein ist der Anfang der Geschichte. Und wir haben im Oktober eine erste Veranstaltung zusammen gemacht auf dem Ruhestein im Nationalparkzentrum, wo immerhin fast 25 Leute an einem sehr unwirtlichen Tag da hochkamen und Friedrich Wein wollte sie sozusagen zu dem Führerhauptquartier führen, was aber nicht ging, weil es schlicht und ergreifend kein Wetter dazu war. Und das soll jetzt fortgeführt werden, was schon mal ein erster dicker Pluspunkt ist, das Projekt hervorgebracht hat. Unsere Ausgangsthese, deswegen Anfang und Ende war, dass bei diesem Treffen im Führerhauptquartier 1914 im Juni das einzige Mal, an dem Hitler in diesem Führerhauptquartier am Ruhestein war, sozusagen verhandelt worden ist, wie geht es jetzt weiter und dass da die Grundlagen diskutiert worden sind, wie passiert Geschichte in Baden, Judenfreiheit und. Und wenn Sie sich die Liste angucken, dann sehen Sie, und da war sozusagen die Elite des Dritten Reiches, war da oben am Ruhestein. Zum Ende zu sieht die ganze Sache anders aus. Das Ende
für das Elsass ist die Ankunft der französischen und amerikanischen Armee am Rhein 1944. Und dann entwickelt sich etwas, was man bei uns vergessen hat, aber auch im Elsass fast vergessen hat, nämlich die sogenannte Poche de Colmar. Jeder Historiker kennt die Burg auf Colmar, aber die Leute, die dort leben, kennen sie nicht mehr. Für mich war das ein Anliegen, sich damit mal zu beschäftigen. La poche de Colmar. La poche de Colmar, que s'est-il passé donc avec cette fameuse poche de Colmar? Alors moi, je ne suis pas chercheur de l'histoire militaire. Je n'ai pas de carte d'état-major à vous manger. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un peu, comme fait Sandra Butch, de faire une approche biographique de ce qui s'est passé avec la poche de Colmar. Il y a certainement des témoins de l'époque. Des témoins de l'époque qui ont écrit leurs témoignages. J'ai trouvé un certain nombre de témoignages. Ces témoignages, je voulais, en 20 minutes, donner une petite idée de ce qui s'est passé à l'époque. Nous avons ici ce document. Nous connaissons bien sûr Tommy Ungerer, le fameux dessinateur né en 1931. Tommy Ungerer est décédé il n'y a pas tellement longtemps. Il habitait à Colmar, à côté de Colmar, à Logelbach, sur l'ancienne usine d'usine textile. Son père est décédé très tôt. Et Tommy Ungerer a été extrêmement productif sur le plan du dessin de l'art. Et en fait, Tommy Ungerer est un petit garçon tout à fait insouciant jusqu'en 1941, où la date où Colmar a été conquise par la Wehrmacht. Et à 6 ans, il a commencé à faire des dessins. Il faisait des dessins. Sa maman a tout gardé. Sa maman a gardé tous les dessins dessinés par son gamin. Voilà le résultat. Un livre qui a été réédité en 2024. Dans cette version de 2024, on retrouve énormément d'images qui décrivent l'histoire de la région de manière vraiment unique. On voit très bien la carrière du petit jeune, du petit gamin, Tommy Ungerer, entre 1941 jusqu'en 1945. Et comment ce jeune homme a grandi dans une Alsace occupée. C'est tout à fait spectaculaire. Au départ, le petit Tommy Ungerer ne sait pas trop quoi penser sur l'occupant allemand. Et à la fin, en 1945, quand il s'agit de se battre pour la poche de Colmar, il se retrouve en tant que résistant. Donc on voit sa croissance rapide du petit gamin à jeune homme résistant. C'est une biographie parmi tant d'autres. Deuxième document, une biographie. Au cinéma, on en connaît cette femme, Lee Miller. Lee Miller. Le film s'appelle La photographe. L'histoire de Lee Miller. Lee Miller était une des rares photographes de presse féminines. Était une des rares reporters de guerre féminines qui ait été autorisée à suivre les troupes pour prendre des photos et écrire. Lee Miller était reporter pour Vogue. Que Lee Miller, auparavant, était mannequin et donc était en photo sur Vogue. Toujours est-il que Lee Miller a laissé ici un bouquin extrêmement intéressant et elle était présente dans cette fameuse poche de Colmar. Et Lee Miller a écrit un rapport de 40 pages sur ce qui s'est passé à l'époque. Donc une jeune américaine, une femme, reporter, qui se retrouve dans la poche de Colmar et qui rapporte ce qu'elle voit. Troisième témoignage, biographique.
une personne, un homme, que la plupart d'entre vous ne connaîtra pas. Une personne, un homme qui, quand on regarde ce qui se passe en Afrique du Nord, quand on regarde ce qui se passe dans les mouvements de libération d'Amérique latine, tout le monde le connaît. C'est Frantz Fanon. Frantz Fanon était un participant des combats de la poche de Colmar. Il était donc soldat de l'armée coloniale dans la poche de Colmar. C'est un Antillais, un Martiniquais, et il a donc été volontaire pour servir dans l'armée de libération de Gaulle, de la France libre. Blessé à la guerre, blessé au front, et il a donc rédigé cet article, ce livre extrêmement intéressant. Ce livre s'appelle Peau noire, masque blanc, et c'est vraiment un traité de décolonisation du tiers-monde. Et là, pour lui, la conséquence est très claire, suite à ce qui se passait, parce que l'armée de la France libre était une armée très blanche, et dès que vous n'aviez pas la peau blanche de l'armée de la France libre, eh bien, vous étiez, entre guillemets, mal barré, si vous me passez l'expression. Quatrième témoignage, le fameux Autodix, le peintre. Le peintre Autodix était donc reconnu comme artiste dégénéré par le Troisième Reich. Il s'est retiré au bord du lac de Constance et a été intégré de force dans la défense du Volkssturm à 56 ans et a été donc fait prisonnier. S'est retrouvé prisonnier à Logelsbach en tant que prisonnier de guerre, à Logelsbach, et était à peut-être 500 mètres de Tommy Ungerer. Vous voyez le hasard de la guerre. Tommy Ungerer et donc Autodix se sont rencontrés, le reste plus tard. Donc, j'aimerais revenir maintenant sur cette fameuse poche de Colmar. Est-ce que quelqu'un peut passer à la page suivante? On voit un dessin de Tommy Ungerer. Il a 14 ans. Et on voit donc la fin de l'occupation nazie. L'officier, entre guillemets, Bosch est fichu dehors à coups de pied dans les fesses et à coups de balai. Page suivante. Ça, c'est assez intéressant. Regardez. 1er et 2 février 2025, la liberté, la libération, avec une fête le 1er et le 2 février, avec une célébration extrêmement importante, avec un défilé de la liberté. Madame Butch et moi-même, on était au parc des expositions de Colmar. Il y avait des centaines et des milliers de gens, des gens en uniforme, avec des véhicules d'époque, qui ont donc traversé l'Alsace le 2 février 2025 pour célébrer la libération de l'Alsace. Une fois que ces véhicules sont passés à Brisac, ils ont traversé le pont, ils sont arrivés en Allemagne, ils se sont dit mais ça n'intéresse personne ici, ça n'intéresse personne ici, bizarrement. Et on avait l'impression que ici, donc en Pays de Bade, personne ne s'intéressait absolument pas à la libération de l'Alsace. Moi, je trouve que c'est une honte, qu'on aurait dû faire on aurait dû faire ça ensemble. Alors, vous voyez donc quelques photos de l'époque, 5 ans. 5 ans d'occupation en Alsace, la propagande. Donc, on va se débarrasser de ces sales français. Si je veux traduire ce qui est marqué sur l'affiche de gauche, et ça c'est en allemand, et à droite, en alsacien. Et maintenant, partez, allez-vous-en.
Jetzt aber nus, Und da sehen Sie sozusagen les Allemands dehors. On voit toute la symbolique avec les drapeaux américains, français, anglais et le petit char d'assaut et à nouveau le coq gaulois. Le coq gaulois qui à gauche se prend un coup de balai dans les fesses et à droite le coq gaulois qui est sur le canon du char d'assaut américain, français, anglais. Très important. Il y a un autre oiseau ici, c'est un aigle qui s'en va et la cathédrale de Strasbourg porte haut les couleurs françaises. Le fameux serment de Kufra du général Leclerc, nous n'arrêterons nos combats que lorsque nous verrons sur la cathédrale de Strasbourg flotter les couleurs françaises. Le serment de Kufra du maréchal Leclerc de Haute-Cloque. La fameuse poche de Colmar. Qu'est-ce que c'est que cette poche de Colmar? Regardez sur cette carte. On voit bien la ville de Colmar au milieu. Donc on voit l'armée française. Ce sont l'armée française qui arrive de la Provence du Sud, le débarquement au mois d'août 1944. La première armée remonte la vallée du Rhône depuis donc le 25 août 1944, débarquement. Et il y a peu de résistance sur cette armée française compte pratiquement uniquement des personnels issus d'Afrique, des forces coloniales, des Africains, des Nord-Africains, des Asiatiques issus des colonies françaises d'outre-mer. Il y a des colonies qui avaient été fidèles au régime de Vichy, la plupart étaient fidèles à la France libre. Donc ces soldats coloniaux arrivent jusqu'à Mulhouse et tu vois donc le Rhin. Le Rhin est devant eux. De l'autre côté du Rhin, tout en haut, nous avons les Américains qui arrivent, ainsi que des troupes françaises, jusqu'à Rhino. Et à Rhino, il y a un problème. Et dans cette poche, encerclée de rouge, nous avons une résistance du 63e corps d'armée allemand et du 64e corps d'armée allemand qui résistent. Les corps d'armée allemands sont donc face aux forces armées américaines et françaises et le dos au Rhin. Personne n'aurait cru qu'à l'époque, dans la poche de Colmar, se conduirait l'une des phases les plus sanglantes des derniers mois de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous avez le temps de vous y pencher, regardez un petit peu sur le Grasberg, à Bergheim. Vous avez un cimetière allemand, allez à Sigolsheim. Vous avez un cimetière militaire français, cimetière militaire américain. Et un seul, en Alsace, un seul musée qui est un musée privé, qui se consacre uniquement au terrible combat de la poche de Colmar. C'est un très très beau musée qui se trouve à Turkheim, que je vous recommande chaudement. Que s'est-il passé dans cette fameuse poche de Colmar? Pourquoi l'avancée des troupes américaines et françaises est bloquée? Pourquoi est-ce que ces deux corps d'armée allemands se défendent avec tous les moyens à leur disposition afin qu'il n'y ait pas de jonction des troupes françaises et américaines? Page suivante. Je peux expliquer cela de manière suivante. Il faut savoir qu'à l'époque, de l'autre côté, nous avons le commandant en chef de la défense du Reich, M. Heinrich Himmler, malheureusement très connu pour tous ses crimes. M. Heinrich Himmler considère, attention, c'est là que c'est important, M. Himmler considère que l'Alsace, c'est la partie intégrante du territoire allemand. Ce n'est pas une zone occupée, ce n'est pas une zone annexée, c'est le cœur même du territoire du Reich depuis 1914. Depuis 1940. Il est indispensable de défendre jusqu'à la dernière goutte de sang cet territoire allemand. Ça, c'est le point de vue de M. Heinrich Himmler. On connaît
la même poche de résistance à Aix-la-Chapelle, côté belge, Aix-la-Chapelle, avec la bataille des forêts à la frontière d'Aix-la-Chapelle. C'est là que, pour la première fois, les Américains ont compris qu'ils entraient dans les frontières du Reich. Et que là, eh bien, la défense côté allemande serait beaucoup plus féroce. Les Américains, jusqu'à présent, étaient habitués à avancer relativement comme un couteau dans le beurre. Et là, ils sont tombés sur un os. Deuxième raison. Les différentes personnes combattantes sur le terrain à Colmar, on a une très grosse diversité, une énorme différence dans les différents combattants. Puisque M. Himmler a envoyé toutes les forces disponibles, tous les matériels disponibles, et fait en sorte de trouver tout ce qu'il cherchait, tout ce qu'il pouvait, même les petits jeunes de la Hitlerjugend, qui étaient mineurs, des gens qui savaient à peine tenir un fusil. C'était vraiment une force allemande extrêmement bigarrée, avec des gens malheureusement très peu formés, qui ont été envoyés le pistolet dans le dos au front. De l'autre côté, nous avons ce fameux Franz Fanon et toutes les troupes coloniales. De l'autre côté, les troupes américaines, les troupes françaises issues des troupes coloniales. Le général de Gaulle dit une chose très claire, il faut traverser le Rhin le plus rapidement possible. Page précédente, la carte. Regardez cette carte. Traverser du Rhin. Traverser le Rhin rapidement. Traverser le Rhin le plus rapidement possible pour De Gaulle. Le général Eisenhower, général en chef des forces alliées, dit non, non, pas question. C'est pas parce que je veux pas traverser le Rhin, mais parce que c'est dangereux. Parce qu'on risque de se couper de la logistique. On ne veut pas qu'on ait un front trop large, sinon on risque d'être pris en tenaille et la logistique ne pourra pas suivre. Parce que tout est envoyé depuis la Normandie, depuis les plages de débarquement. Toute la logistique est envoyée depuis la Normandie, depuis l'Angleterre et depuis la Normandie. Il faut attendre un petit peu que la chaîne logistique soit assurée. Il faut tout d'abord attaquer la Ruhr, attaquer la zone de Düsseldorf-Cologne pour pouvoir avoir le contrôle de la zone du Rhin supérieur. Donc, les généraux ne sont pas d'accord entre Eisenhower et De Gaulle. La poche de Colmar. Bon, je pourrais pendant des heures, mais il ne me reste que 5 minutes. Ce qui est important, c'est de regarder aussi la dernière partie. Page suivante. Continuez. Regardez par la fenêtre et vous verrez exactement la même image. C'est Brisac. C'est une photo de Lee Miller. Vous voyez donc les explosions. Ça, c'est la fameuse Lee Miller. Ça, c'est Autodix. Autodix. Autodix, peintre. Autodix est donc à Logelbach, prisonnier de guerre, voisin de Tommy Ungar. Tous les jours, vous avez à Logelbach au moins 5 à 10 prisonniers de guerre qui, entre guillemets, crèvent de faim. Passez-moi l'expression. Autodix réfléchit, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je dois me dénoncer, entre guillemets, en tant qu'artiste peintre? Ensuite, on l'envoie déminer, le déminage. Bon, vous savez, quand je suis peintre, je ne suis pas forcément un bon démineur. Donc, il va voir son commandant et dit, « Monsieur le commandant, je suis peintre, artiste. » Et le commandant dit, « Ok, Autodix, vous allez me peindre un retable pour le camp de
prisonniers. Comme ça, vous pourrez sortir du camp et vous n'avez pas besoin de faire du travail de déminage. Todix fait donc ce travail avec ce retable en 3 parties. C'est la Madone devant le fil de fer barbelé. Et lors de cette exposition du retable, après l'exposition, ce retable disparaît, et il disparaît pendant 43 ans, jusqu'à ce que ce retable soit retrouvé à Düsseldorf lors d'une vente aux enchères. Les hasards de l'histoire. Le gouvernement fédéral a heureusement racheté ce retable pour 750 000 marques à l'époque. Vous pouvez vous poser rapidement la question qui à l'époque avait piqué ce retable. Qu'est-ce que vous pensez? C'était le chef du camp, bien sûr, le chef du camp de prisonniers, et qui a piqué. Et donc, à l'époque, quand il est décédé, ses descendants l'ont... Mais ce retable se trouve maintenant à Berlin, dans l'église de la Paix à Berlin. Bon, ce n'est pas vraiment son emplacement, c'est un magnifique retable qui, normalement, devrait retrouver l'église de Colmar, par exemple le musée Unterlinden, parce que c'est vraiment la Madone devant les fils de fer barbelés, au cœur même de cette fameuse poche de Colmar. Allez à Berlin, allez à l'église de la Paix. Apparemment, ils veulent le cacher dans les réserves, ce retable. Parce qu'effectivement, c'est pas évident, on n'a pas envie qu'il se fasse piquer et se fasse voler. Donc, j'en dirai pas plus. Merci de votre aimable attention.